Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission spéciale handisport en fait, produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite, avec le concours du comité régional handisport d'Occitanie. Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour ces émissions spéciales handisport en fait, un événement organisé par le comité régional handisport d'Occitanie. 3 jours en direct, place du Capitole à Toulouse pour vous faire vivre un événement qui allie sport et patrimoine. Une opportunité unique de rencontrer nos athlètes paralympiques à leur retour des Jeux de Paris 2024, de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Un grand merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIP, Emploi Sport et Groupe Amadoc. Un format d'émission que vous connaissez bien maintenant avec l'avant-match et demi-temps. Pour rester dans la dynamique sportive, dans quelques instants, nous accueillerons pour cette deuxième émission spéciale Handisport en fête de ce vendredi 27 septembre après-midi l'équipe d'Airbus avec Christophe Debar, suivi de l'équipe Groupe Amadoc avec Camille Duverne. En deuxième mi-temps, place à l'équipe VNF, Voie Navigable de France, avec Alice Victoire et Elodie Dufeu. Pour conclure cette première émission, nous recevrons aussi Ambroise Daudin, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de Go-Ball. Mais avant le coup d'envoi de cette émission spéciale, place à l'avant-match avec Alexis Salle, organisateur pour le comité régional handisport d'Occitanie de Handisport en fête. Et si on parlait de sport avant match? Et voilà dans l'avant-match et nous sommes toujours à la place du Capitole à Toulouse et deuxième émission spéciale handisport en fait de l'après-midi avec Alexis Salle qui est organisateur pour le comité régional handisport d'Occitanie, en même temps chargé de mission pour cet événement au sein du comité. Il nous parle de l'organisation de cette manifestation. Bonjour Alexis. Bonjour Laurent. Alors Alexis, handisport en fait est lancé. Vous avez mis en place un certain nombre d'activités ludiques, inclusives sur différents ateliers. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors cet après-midi, on a le challenge inter-entreprise qui accueille cette année donc 14 entreprises. Donc c'est une première, c'est la première fois en 4 ans d'existence. On entend l'ambiance déjà, ça bouge, on sent que les entreprises sont là. Il y a du monde, c'est ça, c'est voilà. La première fois qu'on a autant de monde, 14. Jusqu'alors on avait entre 7 et 8 entreprises, donc voilà, les jeux ont fait leur effet quelque part. Ils viennent chercher la médaille en fait. Exactement, voilà. Il y a un petit trophée qu'on remet en jeu chaque année, donc il y a du challenge, les tenants du titre sont revenus, donc voilà, il y a une petite émulation autour de ce challenge depuis quelques années. Au niveau des activités, on a de l'escalade en situation de handicap, donc avec un bandeau ou l'utilisation d'un bras en moins. On a aussi de la boccia, qui est une sorte de pétanque adaptée. On a vu, on a une championne olympique, paralympique de la boccia d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est très bien ça. Exactement, c'est un des premiers titres pour la France en boccia, donc c'est vrai que ça fait son effet. On a également le CC Foot, qui est une pratique classique, et là aussi... Une équipe de France, maintenant on peut surfer sur ça, on peut le dire. On est champion de CC Foot, voilà. On peut le dire. Champion olympique de CC Foot, bravo. Exact. Et on n'a malheureusement pas de Toulousain, mais on y sera à Los Angeles. On a créé donc depuis 2 ans le biathlon, donc petit slalom entre des plots et à la fin on fait tir de précision avec une carabine. Le basket LSF langue des signes française, où on fait principe d'un pendu et après on doit travailler avec des cartes qui sont disposées sur la table pour trouver les lettres qui correspondent aux mots que l'on recherche. On a du rugby fauteuil, là aussi, classique, rugby fauteuil classique. Et la dernière activité qu'on a dû créer cette année pour le nombre d'équipes, pour qu'il y ait suffisamment de rotation, le goaling, qui est un mixte entre le goalball, qui est une discipline en e-sport, et le bowling. Le principe, c'est de décaniller l'équipe adverse en faisant voler le ballon. Justement, vous venez de le dire, il y a des nouvelles disciplines que vous venez de proposer cette année. Quel est l'objectif de ces nouveautés ? L'idée, c'est de s'appuyer sur des disciplines en e-sport existantes qu'on a pu découvrir pendant les Jeux Olympiques, et on essaie de les rendre, on va dire, un peu plus attractives, un peu plus ludiques, pour justement donner un peu plus de motivation aux différentes équipes qui viennent s'affronter. Scolaire, job dating, challenge d'entreprise et ouverture au grand public, un pari audacieux cet handisport en fête. Effectivement, on arrive donc Handisport en fête existe depuis 1999, donc 24e édition. On n'a pas eu l'année du Covid, donc voilà, c'est un événement qui vit, qui fait son chemin, qui existe depuis l'ancienne région Midi-Pyrénées jusqu'à
Jusqu'à 2017, on avait uniquement la journée grand public le samedi. Depuis 2017, on a rajouté le challenge interentreprise le vendredi. Et en même temps, on a aussi rajouté la journée des scolaires. Donc là, cette année, on a eu les scolaires le jeudi. On a accueilli plus de 200 enfants sur la journée. Ce matin, on a eu le job dating qui est la grande nouveauté 2024, où on s'est dit que le mouvement handisport avec sa position avec l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on a constaté que de nombreuses personnes recherchaient du travail. Donc avec les partenariats qu'on a déjà, on s'est dit qu'on pouvait continuer à œuvrer pour les personnes en situation de handicap en essayant de les accompagner aussi vers l'emploi. Et la journée grand public demain, où on espère beaucoup de monde après les Jeux qui ont été une réussite en France. On espère qu'on va surfer là-dessus et que ça sera demain aussi une grande journée. C'est ce que j'allais dire. En fait, on peut surfer sur ce qui s'est passé. On a vécu un truc extraordinaire, enthousiaste avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que justement le fait d'arriver maintenant avec cette concrètement après on a fait ça, mais on le fait, on continue sur le terrain. Est-ce qu'Handisport en fait n'est pas justement cette petite porte d'entrée pour accueillir ces gens qui ont rêvé, mais maintenant vous leur ramenez du concret? Effectivement, on a toujours depuis maintenant 15 ans un petit pic d'intéressement à chaque période des Jeux. Jeux de Londres, Jeux de Rio, Jeux de Tokyo. Mais c'est vrai que là, d'avoir eu ces Jeux sur le territoire français, il y a un marqueur qui est très très fort. Énorme, ouais. Qui est très très fort, et du coup on sent que les gens ont suivi des disciplines. On parlait de Tessifoot tout à l'heure, on parlait de rugby ou de boccia. C'est vrai qu'il y a vraiment des marqueurs bien plus forts cette année avec nos champions paralympiques, et c'est vrai que maintenant c'est plus concret pour les gens quand on parle de handisport, puisqu'ils en ont vu à la télé, on en a parlé, ils connaissent les sportifs, et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'identification sur nos sportifs et nos médaillés. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à mettre un nom sur un sportif. À l'époque on l'écoutait, mais là concrètement on a vu les exploits, des exploits extraordinaires. C'est-à-dire que on fait pas forcément la différence entre valide et handisport, et je trouvais vraiment que ça a donné une osmose au sport en général, et tout le monde s'y retrouve. Oui, c'est vrai qu'avec ces Jeux en France, le mouvement sportif dans son ensemble a fait corps avec les Jeux Olympiques et ensuite les Jeux Paralympiques, et comme vous le disiez, il y a cette identification. Avant, on parlait un peu plus des disciplines plus que des sportifs, et c'est vrai que là, il y a cette transition qui se fait, et c'est vrai que, comme je dis souvent, c'est une sorte de soufflet au niveau des Jeux. Il y a beaucoup d'intéressement, et là, on essaie vraiment que le soufflet ne redescende pas de suite et qu'on puisse continuer sur les années prochaines et jusqu'à 2028 justement à surfer sur cette vague de Paris. Donc l'idée quand même, enthousiasme, positif, c'était extraordinaire. Et bien sûr, petit message, je pense que l'idée c'est de revenir ici l'année prochaine dans cette belle place. Parlons un petit peu rapidement de Capitole, Toulouse. C'est quand même un lieu mythique. Un lieu mythique, un lieu emblématique. Ça a toujours eu lieu depuis 1999 sur cette place. Donc c'est vraiment un endroit, une vitrine exceptionnelle pour ce type de manifestation. Il y a du passage, le Capitole en lui-même est vraiment rayonnant. Donc tous les éléments sont réunis pour que ça soit une réussite. Le message est passé, et on vous souhaite de se retrouver l'année prochaine avec vous ici à la place du Capitole pour ce Handisport en fête. Merci beaucoup Alexis pour cet éclairage, et bonne continuation pour cette belle manifestation qui est Handisport en fête. Merci à vous. Place à la première mi-temps de cette émission spéciale avec nos invités Christophe Debar et Camille Duvergne. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission spéciale Handisport en fête. Et si on parle de sport, avec notre invité Christophe Debar, qui est responsable du Proto Space de Toulouse. Il va nous expliquer, il est de chez Airbus. Tout d'abord, merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Et avant de débuter, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation pour nos auditeurs? Qui tu es, quel est ton parcours personnel et professionnel? Mais bonjour, je suis ravi d'être parmi vous et d'expliquer un petit peu tout ce qu'on fait chez Airbus. Donc moi je suis Christophe Debar, j'ai 44 ans, je suis le père de jumeaux et de 2 ans, et donc je travaille au Protospace, qui est un labo de fabrication destiné à l'innovation d'Airbus. Ça permet aux employés d'Airbus de fabriquer des prototypes pour tester des innovations qui viendront sur les avions du futur. Alors, en ce moment, on est vraiment dans l'ambiance, on est place du Capitole. Il y a une équipe d'Airbus qui est là aujourd'hui pour le Challenge Entreprise. On est à Handisport, en fait. Oui, c'est génial d'avoir ce genre d'événement qui est organisé, parce que ça permet à nos employés aussi
de rencontrer aussi le handicap, de collaborer avec d'autres personnes handicapées. Et ça, c'est vraiment une valeur qui, chez Airbus, est vraiment développée. Je suis moi-même porteur d'un handicap, je suis amputé d'une jambe. Et clairement, on valorise le handicap dans les équipes. Et c'est quelque chose qui permet d'être montré au cours d'événements comme ça, où on va mixer les équipes. Justement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Changer le regard finalement. Changer le regard sur le handicap, c'est personnellement quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et je sais qu'Airbus m'a permis de faire pas mal de choses pour ça. Mais va en parler. Justement, on va en parler parce que derrière ce personnage de Christophe Debar, il y a quelqu'un qui a pensé et qui a peut-être participé en partie à un titre de champion paralympique à travers ce qu'on appellerait une espèce de lame qui a été créée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça? Parce que finalement, on va le dire, on a un champion paralympique qui a gagné son titre de triathlète. Tu peux citer son nom et puis nous raconter. On a aidé Alexis Anquincan à améliorer ses performances. Alors, je suis pas sûr et certain que ça soit entièrement grâce à nous s'il a gagné ce titre. Il a aussi... Parce qu'il a fini avec 3 minutes d'avance. Mais en tout cas, lui, dans sa recherche de performance, on sait à quel point les bénéfices marginaux sont très recherchés dans le haut niveau. Et lui, son idée, c'est un des premiers coureurs à avoir couru avec sa lame en carbone en vélo, utilisée au vélo pour gagner du temps dans la transition entre le vélo et la course à pied. Et le problème des lames en carbone aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas du tout aérodynamiques. Pour la course, ça va, mais à haute vitesse sur le vélo, on va avoir un frein à cause de cette lame. Et donc, il est venu nous voir pour rendre sa lame aérodynamique. Donc, on lui a pas fabriqué une lame, mais on a utilisé sa lame et on a créé une couverture sur sa prothèse pour la rendre aérodynamique. Et ça, chez Airbus, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et donc, on a pu inventer quelque chose qui... On va faire facile, mais vous lui avez donné des ailes. On va pas dire ça, mais en simulation, puisqu'on a fait des essais aussi en soufflerie avec différents types de prototypes. Et on a vu que ça pouvait lui faire gagner quelque chose comme 30 secondes. Ça, c'est du simulé, hein, on peut pas dire exactement ça. Mais gagner 30 secondes sur la partie vélo, c'est pas négligeable. Alors, c'est ce qui m'amène au fait que vous avez créé donc vous-même un service Airbus Humanities. Alors, voilà, ça peut paraître peut-être un peu... On peut se demander pourquoi Airbus s'est retrouvé là-dedans. On se le demande pourquoi. Mais en fait, c'est parti d'une initiative personnelle où j'ai voulu changer le regard sur le handicap. Je suis amputé depuis l'âge de 13 ans. Et quand on est adolescent et que vous avez uniquement des personnes qui sont désolées pour vous quand ils voient votre handicap, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et je sais que j'ai mis plusieurs années, moi, à sortir de ce doute, de cette... Est-ce qu'il fallait que j'ai honte de montrer ma prothèse? Est-ce qu'il fallait que je cache mon handicap? J'ai mis plusieurs années à me sortir de ce doute-là et pour accepter totalement le handicap. Mais il y a quelques années, j'ai rencontré un certain nombre de personnes amputées et j'ai vu que c'était pas tout le monde qui avait accepté le handicap de cette manière-là. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais arrêter d'accepter le regard sur le handicap, mais plutôt d'essayer de le changer. Et c'est là que j'ai fait appel à mes collègues d'Airbus, parce que je travaillais déjà chez Airbus il y a à peu près 7 ans. J'ai fait appel à mes collègues d'Airbus pour m'aider à fabriquer une esthétique de prothèse qui permettrait de rendre plutôt cool ma prothèse plutôt que d'en faire quelque chose dont je pourrais avoir honte. Et petit à petit, à force de faire des projets comme ça et en voyant que les gens étaient hyper motivés de contribuer à ce genre de projet autour du handicap, mais bien d'autres sujets, on a commencé à travailler avec des sportifs de haut niveau pour montrer encore, pour changer le regard sur le handicap, que la performance et le handicap, c'était pas quelque chose de séparé. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec David Toupé, qui est un champion de badminton en fauteuil. Et on l'a aidé à améliorer son fauteuil. Et on a finalement complètement redesigné son fauteuil, à recréer un fauteuil. Dans ce projet, il y avait un deuxième projet qui était associé. C'était le projet de Maxime Vallée, où il voulait aussi améliorer son fauteuil pour l'escrime. Et on s'est dit, pourquoi pas, allons-y, faisons médaille de bronze
aux Jeux paralympiques. Donc voilà, on peut aussi dire que faisons les deux projets. Et donc on a commencé à travailler avec ces deux athlètes en total bénévolat, c'est-à-dire que c'est des employés d'Airbus qui ont donné de leur temps pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Il se trouve qu'on a fait gagner une médaille à Maxime Vallée aux Jeux de Tokyo. On était très fiers de ça. David Toupé a participé aux Jeux paralympiques aussi de Tokyo. Et ça a attiré l'attention de l'ANS. Et Claude Onesta qui nous a contactés et qui voulait faire plus de projets avec plus d'athlètes français. Et on a trouvé un système pour pouvoir faire ça. On a créé un partenariat, une collaboration où l'ANS a financé un certain nombre de projets qui venaient des fédérations pour pouvoir améliorer des projets parmi les meilleurs athlètes français, quoi. Mais pas uniquement pour les athlètes, parce qu'en fait la finalité de ton travail, si j'ai bien creusé, c'est de faire de la Formule 1, mais pour que cette Formule 1 permette de travailler sur les 2 chevaux aussi. Si je fais une image toute simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute cette technologie, l'idée quand même, finalement, c'est que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Tout à fait. En fait, l'idée initiale du Humanity Lab d'Airbus, que j'ai créé pour faire ce genre de projet à impact sociétaux, c'est pour travailler sur un impact sociétal positif. Et on s'est rendu compte je me suis rendu compte personnellement, avec mon handicap, que accéder au matériel handisport, c'était souvent un frein à la pratique, parce que ces équipements sont souvent extrêmement chers. Et si on n'a pas un tiers responsable, une assurance qui va payer tous ces équipements, c'est très compliqué de s'équiper, à moins d'être un champion depuis qu'on est tout petit. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'accessibilité. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on a fabriqué avec des étudiants ingénieurs de l'école des mines d'Albi une prothèse faite à partir de chutes de la production des A350 qui sont faits en carbone. Et donc cette matière, on a des rouleaux qui sont utilisés pour fabriquer ces avions. Et par moment, on a des fins de rouleaux qui sont trop petites pour fabriquer un autre avion. Et aujourd'hui, plutôt que de s'en débarrasser, on a préféré les utiliser pour faire des lames en carbone. Et ça a donné naissance à une start-up qui s'appelle Hopper et qui aujourd'hui vend des prothèses à un prix beaucoup plus abordable et avec une plus grande facilité d'utilisation pour les novices que ce qui existe aujourd'hui, quoi. Vous avez travaillé aussi sur un tandem. Et du coup, pour l'équipe de France et améliorer les performances de l'équipe de France, on a travaillé sur un tandem. C'était un des projets qui venait de la fédération handisport pour le cyclisme. Et donc, une des requêtes qu'ils avaient, c'était d'améliorer leur vélo qui était en composite aussi, mais le rendre beaucoup plus rigide, beaucoup plus performant. A priori, c'est quand même assez compliqué de trouver des marques de vélo très performantes, enfin des marques de tandem très performantes pour améliorer les performances de l'équipe de France. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec le fabricant de vélos Petit Breton et un de nos fournisseurs qui s'appelle Sixco Composite. Et chez nous, on a mis à contribution un ingénieur calcul qui a pu calculer la résistance que devait avoir le vélo, et c'est-à-dire combien de couches de composite il faut mettre, dans quel sens on doit orienter les couches de composite pour donner à Cisco Composite la fabrication. Donc c'est nous qui avons créé la formule pour que le vélo soit le plus performant possible en utilisant le design de Petit Breton. Quand tu dis chez nous, c'est aussi une manière à Airbus de participer justement d'une certaine manière, avec son métier quelque part, en vous laissant travailler, en vous permettant d'avancer là-dessus. Airbus donc contribue quelque part à se changer l'image, le regard un petit peu d'une certaine manière en permettant ce genre de travaux. Ouais, alors je pense pas que ça soit le but initial, c'est parti plus comme je le disais, d'une action purement humaine, de vouloir changer le regard sur le handicap, de vouloir rendre à la société avec ce qu'on a. Nos entreprises, Airbus et bien d'autres, on a collecté des compétences, des ressources, on a mis des talents pour un business, et on se rend compte que toute cette manne de ressources, elles peuvent être mises à contribution d'autres choses que le pur business. Et on a montré ça au travers d'exemples sur le sport, mais c'est aussi applicable au médical,
à l'humanitaire et bien d'autres sujets. Et mon espoir, c'est que de voir plus d'entreprises s'engager dans ce genre de choses, parce que au-delà du bénéfice qu'on apporte aux bénéficiaires de ces projets, c'est les gens qui travaillent dessus sont complètement motivés, passionnés par ces sujets, de pouvoir discuter avec des athlètes de haut niveau, de sortir un peu de notre zone de confort et faire des choses qui sont dans nos compétences, mais dans un autre domaine. Ça apporte énormément de valeur aux employés qui se retrouvent beaucoup plus motivés, encore plus engagés dans leur métier. Et ce genre de choses est extrêmement positive aussi d'un point de vue business pour une entreprise qui s'engagerait dans ce type d'action de rendre à la société avec ses compétences. Au-delà de ça, on peut y voir aussi un message d'espoir que tu aimerais faire passer, parce qu'en t'investissant là-dessus, tu réponds à une question que tu te posais sur ton handicap. Et quelque part, tu offres de l'espoir en développant des produits comme ça. Et Airbus, quelque part, a ce petit rôle, même si c'est pas en priorité. Tout à fait. C'est vraiment... Enfin, moi, quand j'étais petit, je voyais les Jeux paralympiques à la télévision. Et je me suis dit, ouais, c'est génial, on peut courir, quoi. Et quand j'ai voulu me procurer le matériel qui permettait de courir, c'était hors de prix. C'était hors de prix et je ne pouvais absolument pas me permettre d'acheter ce genre de matériel. Justement, quel message aujourd'hui tu as envie d'envoyer à tous ces jeunes, tous ces enfants qui vont t'écouter, qui vont entendre ça? Tu es passé par là. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec ce que tu fais en ce moment? Moi, je dirais que n'importe quelle différence, c'est une force. On essaye trop de ressembler à l'autre et en fait, au contraire, notre différence, c'est notre point fort. C'est ce qui nous permet, moi, je vois ça comme une chance, hein, le fait d'avoir été amputé. Bon, déjà, j'ai survécu à un cancer, donc c'est la chose la plus positive. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de penser différemment. Le fait d'être différent, d'être vu différemment, ça m'a obligé à penser différemment, à essayer de faire de l'introspection, beaucoup de choses. Très jeune, j'ai compris beaucoup de choses. Et ça, c'est une force. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore qu'un handicap, c'est quelque chose qu'on a en moins. Mais pour moi, en fait, c'est l'inverse. J'ai une jambe en moins, alors peut-être en course à pied, je suis peut-être... un peu moins performant qu'une personne qui a ses deux jambes. Mais par contre, toute l'expérience que j'ai gagnée, la résilience, l'esprit positif, le fait de dépasser les limites que les autres peuvent me mettre, c'est un atout énorme dans le domaine professionnel. Et justement, il faut commencer à se pencher sur cette idée que finalement, un handicap, ça peut être une force dans certains aspects, peut-être une faiblesse dans l'autre, mais globalement, une différence, c'est toujours quelque chose à valoriser plutôt à rabaisser. On sent la passion chez toi, Christophe. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir reçu dans Handisport. En fait, c'est un beau message. Je crois que c'est intéressant de le passer. Déjà, bravo et merci pour nos sportifs de haut niveau. Et puis bravo et merci pour nos jeunes qui écoutent et qui espèrent encore pouvoir un jour, pourquoi pas, investir et avoir ces fameuses lames qui leur permettraient d'exister, voire des tandems, voire d'autres choses. En fait, ce qui était sympa, c'est de se dire qu'on peut découper en fait un avion et en prenant un morceau de l'avion, on peut faire marcher des gens. Ça, c'était un beau message à envoyer. En tout cas, merci Christophe d'être venu dans cette émission. Et si on parlait de sport, émission spéciale, on était très content de te recevoir et tu viens nous revoir quand tu veux. Avec grand plaisir. Deuxième partie de cette première mi-temps avec l'entrée de l'équipe Groupama Doc et Camille Duvergne qui est référente handicap dans cette société. Bonjour Camille. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement aux auditeurs et nous parler de votre parcours professionnel? Moi c'est Camille Duvergne, donc je travaille chez Groupama depuis 22 ans et je suis référente handicap depuis 13 ans au sein de l'entreprise. Alors Groupama est connu pour ses engagements sociétaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions en faveur des personnes en situation de handicap et en particulier de votre soutien au handisport? Alors déjà Groupama, il y a deux pans. Il y a le côté client sociétaire, parce qu'on a une entreprise mutualiste et on est très présent sur le territoire pour aider des associations dans le cadre qui sont liées au handicap et aux maladies rares. Et puis aussi on fait de l'accueil pour personnes sourdes et malentendantes dans nos agences et sur les sites internet. Tous les assureurs ne le font pas et c'est un vrai pas en avant pour ces personnes-là qui ont de grandes difficultés pour s'assurer. Ensuite, côté salarié, et là c'est la partie dont je m'occupe moi, c'est maintenir les salariés qui deviennent malheureusement travailleurs handicapés au cours de leur vie. C'est la majorité des cas. Moi,
mon travail, c'est de les maintenir dans l'emploi, de tout faire pour qu'ils soient bien dans leur travail, qu'ils gardent leur travail, faire des aménagements de poste, les aider à passer le cap psychologique du mot handicap, parce que c'est quelque chose qui est très dur. Et donc j'essaye du mieux que je peux de les aider dans ces situations-là. Et puis après, on fait aussi de la sensibilisation, donc pour les salariés, parce que s'occuper des collègues qui sont reconnus handicapés, oui, mais il faut aussi sensibiliser tout le monde, parce que le mot handicap fait peur. Et il faut vraiment que chaque année, on mette en place des plans d'action pour les aider. Moi, personnellement, j'ai commencé en 2021 avec le comité régional handisport Occitanie, qui est présent. Alors, justement, je rappelle qu'on est aujourd'hui handisport en fait. Le bruit que vous entendez autour, c'est l'ambiance, puisqu'il y a actuellement le challenge entreprise qui se fait sur cette fameuse place du Capitole. Et donc, voilà, Camille Duverne qui est avec nous et qui nous parle de son expérience au sein de Groupama. Donc, ne soyez pas étonnés par ces bruits et ces cris de joie et de sport qui se passent à l'extérieur. Oui, et donc en fait en 2021, je cherchais une solution pour sensibiliser mes collègues au handicap et j'ai décidé de contacter les comités handisport de tous nos départements. On a 14 départements. Et puis ça a matché, ils ont adoré l'idée de faire des animations handisport avec nos salariés sur nos sites. Et puis ça a été le point de départ d'une belle histoire avec le comité régional handisport Occitanie, parce que depuis 2021, tous les ans on se voit, on participe à leurs manifestations. Voilà, donc vous avez atterri en handisport en fait aujourd'hui. Voilà. Avec une équipe de Groupama d'ailleurs qui est là. Avec une équipe, ouais. J'ai 8 collaborateurs qui sont là et qui sont à fond, qui pour l'instant ils gagnent. Donc, voilà, ils sont en tête. Il y a un trophée en jeu. Donc, tout à fait. Voilà, faut pas oublier qu'on sort des Jeux paralympiques et que on a été tous séduits par les médailles et que même ici, il y a cette ferveur dans le sport. Exactement. Alors, petite question complémentaire. Quel rôle joue Groupama dans cette organisation soutien de l'événement handisport ? En fait, on est partenaire du comité régional handisport depuis 2 ans, depuis 2022. On est aussi leur assureur, donc c'est vrai que du coup, dès qu'ils organisent une manifestation, mais on reste, on est là. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on reste là, à leur disposition et on fait tout. Alors justement, en quoi ça consiste le fait de faire cette action-là ça renforce une culture d'inclusion ou pas au sein du Groupama ? Est-ce que ça a une image qui permet à l'entreprise de faire changer peut-être le regard ? Ouais, moi mon objectif c'est vraiment de faire changer le regard sur le handicap en fait en participant à cette manifestation. Alors je vais d'abord toucher mes collègues parce que tous les ans, à chaque fois qu'on participe, je change les coéquipiers de l'équipe et du coup chacun tous les ans découvre des activités parasport. Donc jusqu'à 2024 c'était pas très connu le parasport, mais là avec les JO paralympiques ça a été exceptionnel la visibilité que ça a donné. Mais en tout cas voilà, c'est toujours important de rappeler aux collègues que le handicap existe, mais qu'on peut faire des choses et que même si on est une personne handicapée, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Et ce qui me tient à cœur, moi, vraiment, c'est que les personnes handicapées, quel que soit le handicap, font preuve d'une force et d'une détermination incroyable. Et vraiment, il faut prendre exemple sur eux. C'est ce qu'on a vu, on l'a vécu tous ensemble avec les Jeux paralympiques, on en a pris plein les yeux et je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclic dans la tête des gens, ils sont capables de faire ça. Je crois qu'on regardait ça un peu de loin, les Jeux paralympiques, c'était en second après. Mais là, pas du tout. Je crois qu'on a vécu des Jeux qui ont montré vraiment la capacité. Je prends souvent l'exemple quand on en parle de cette jeune femme qui est médaillée olympique à la Boggia. Aurélie Aubert. Voilà, merci Pauline. Ça m'a ému parce que franchement, il s'est passé quelque chose ce jour-là, ce sourire, ce cri de joie. Ouais. On sentait qu'elle avait réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ça. Et tous ces sportifs, ces parasportifs méritent d'être reconnus parce que vraiment, ils ont une force incroyable. Moi, je suis en admiration devant eux. Vraiment, il n'y a pas de mots, quoi. Quelle que soit la discipline, c'est génial. Et je suis heureuse que les JO paralympiques les aient mis en lumière cette année. C'est vraiment top. C'est tout ce que j'espérais. Alors pour revenir à votre entreprise, quelles sont les actions concrètes de Groupama en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de votre entreprise ? J'ai un exemple, on va dire, tout frais. En 2023, Kevin, un jeune sourd de naissance, qui voulait venir travailler chez nous à Groupama, mais il est tombé face à une barrière en premier lieu, c'est qu'en fait, nous, nos premiers entretiens d'embauche, ce sont des entretiens vidéo. Et quand on est sourd, la vidéo, c'est un petit peu compliqué. Il ne s'est pas laissé faire, il a fait preuve d'une détermination incroyable. Il a contacté son école parce qu'il voulait faire une alternance chez nous. Il a contacté son école et pour qu'elle nous appelle et qu'elle nous envoie son CV. Et en fait, quand mon collègue du recrutement Florian a reçu le CV de Kevin, tout matchait en fait. Tout matchait d'un point de vue professionnel sur les compétences, sur la recherche. Le seul problème qu'on avait nous, Groupama, c'est qu'on n'avait jamais accueilli une personne sourde. Et j'ai beau être référente handicap, il y a
une multitude de handicaps et c'est compliqué de s'adapter à chaque situation. Ça demande beaucoup de réflexion. Et puis on a cherché, on a trouvé des solutions pour accueillir Kevin dans des conditions parfaites, quoi. On a fait appel à des interprètes, on a mis en place des formations pour apprendre la langue des signes pour son équipe, ce qui fait que quand Kevin est arrivé, ses collègues savaient dire quelques mots en langue des signes. Bien évidemment, ils ne savent pas parler comme des interprètes comme on voit à la télé, mais c'est un début et ça permet de dialoguer dès le départ avec Kevin. Et puis on a mis des affiches partout sur notre site de gestion en montrant quelques signes en langue de signes, le bonjour, le merci, au revoir, désolé, des petites choses, mais voilà, qui font que Kevin, il est super heureux d'être chez nous et puis il a renouvelé son alternance pour une 2e année. Donc on suppose qu'il est heureux. Il faudra venir. Alors, on va sourire, mais on a reçu, nous, à l'antenne, il n'y a pas si longtemps que ça, le président du comité des sourds et muets. On dit pas sourds et muets, mais les sourds, qui est venu et on l'a fait parler à l'antenne. Et c'était une expérience extraordinaire parce qu'on avait une interprète, bien évidemment, mais il était content parce qu'il a pu justement s'exprimer. Il a, grâce à cette interprète, il a pu vraiment nous dire les choses et on a passé un moment extraordinaire avec ce président. Donc voilà, ça peut être l'occasion s'il veut venir faire de la radio, il sera le bienvenu avec une interprète, bien évidemment, mais on peut faire de très belles choses. Il n'y a aucune raison qu'il soit exclu de ce genre de communication. Je trouve que c'est une belle chose et bravo à vous d'avoir fait ce geste-là par rapport à ce jeune garçon. Quelles sont les perspectives du Groupama en matière d'engagement envers le handicap et le handisport finalement? En fait, toujours faire plus, tout simplement, s'engager encore plus, donc avec le comité handisport forcément. Mais moi, mon souhait, c'est de trouver d'autres associations pour parler handicap, pour développer, pour les aider, les soutenir, faire des opérations de dons, voilà, tout ce qu'on pourrait faire pour eux, pour les aider, parce qu'ils en ont besoin et ils manquent de moyens. Alors, j'ai une dernière question. Souvent, on entend dire on les aide. Est-ce que concrètement, comment ça se passe pour les aider? J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Quelles sont les choses que vous mettez réellement, concrètement en place? Parce que c'est un message qui est important de dire on les aide, mais concrètement, comment ça marche? Alors, moi, typiquement, il y a 2 ans, j'ai créé un e-learning pour mes collègues salariés pour parler du handicap. Donc, je leur posais des questions essentielles sur le handicap, visible, invisible, plein de petits quiz comme ça sur un e-learning. Et donc, c'était pour les 2000 salariés. Et à chaque fois qu'un salarié faisait ce e-learning, derrière, s'il le finissait, il y avait 3 € pour une fondation, une association en lien avec le handicap. Au final, on a réussi à récolter 3300 €. Et ce don a été fait à la fondation Marie-Louise, je ne sais pas si vous connaissez, sur la région toulousaine. C'est une grosse fondation qui s'occupe de personnes handicapées de tout âge. Et voilà, et c'est vrai que nous, on peut surtout leur apporter notre soutien financier via des dons, via des opérations, mais on ne sait pas fabriquer de matériel pour personnes adaptées. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut faire en soutien, on le fait. Mais chacun ses talents, Camille. et c'est déjà bien. Non, mais c'est pour ça que j'insiste parce qu'on entend tellement des gens qui racontent. Là, moi, je voulais, voilà, c'est un cas concret et c'est bien de l'avoir fait. C'est intéressant de savoir que effectivement, on n'est pas venu là pour parler au micro et raconter, mais on est derrière des gens comme vous qui êtes là pour aider toutes ces personnes et aider dans le bon sens du terme, les valoriser et comme on l'a dit tout à l'heure, aller chercher les talents. Il y en a. C'est pas parce qu'on est sourd, c'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'a pas la possibilité de remplir des tâches comme n'importe quelle personne. Merci en tout cas. Camille, d'avoir accepté de venir dans cette émission, d'en parler à cœur ouvert, de dire les choses, ça c'est important. Merci pour votre témoignage dans cette émission et si on parlait de sport. Bonne continuation pour vos projets et puis trouver des postes pour tous ces jeunes qui en ont besoin, ça c'est, je crois, très important. Ouais. Et le handicap est une force, faut pas l'oublier. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Alice Victoire et Élodie Dufeu. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission spéciale Handisport en fait. Si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Élodie Dufeu qui est directrice adjointe VNF Sud-Ouest et Alice Victoire, gestionnaire ressources humaines de VNF. Oui, c'est bien c'est ça. bien ça. Bonjour mesdames. Voilà, bonjour mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter l'une et l'autre par rapport à nos auditeurs? Un petit parcours personnel, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes. Bonjour, donc Élodie Dufeu, je suis la directrice adjointe de VNF Sud-Ouest. Alors VNF
de Voies navigables de France, Merci, voilà. qui est donc la direction territoriale qui va de Bordeaux à l'étang de Thau. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur l'eau en permanence. Voilà. Pas tout à fait, malheureusement, je suis un peu plus dans les bureaux, mais nos équipes sont sur l'eau ou tout du moins au bord de l'eau. Ah, vous n'êtes pas en péniche, vous, dans les bureaux? Non, c'est pas. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu être l'occasion de faire quelque chose d'original. Pas encore. Donc, et avant ça, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans l'eau. Je me suis occupé de la prévision des inondations et aussi de Voies navigables de France, mais en Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, dans Schnorr, dans le Grand Schnorr. On l'entend à son accent. Voilà, c'est ça. Istimi. Voilà, et moi c'est Alice Victoire, donc moi je suis arrivée à VNF en 2013 et je suis la référente médico-sociale et la correspondante handicap. D'accord, toujours sur l'eau aussi. Toujours Pareil. sur l'eau, on essaye. Alors justement, par curiosité, est-ce que vous pourriez nous présenter l'une ou l'autre, c'est la question que je vous ai posée à toutes les deux, un peu l'entreprise des Voies navigables de France. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Bien sûr, on a compris que c'était sur l'eau, mais au-delà de ça. Donc Voies navigables de France est un établissement public qui dépend du ministère de l'Environnement et notre mission est de gérer les canaux, les rivières qui permettent la navigation en France. Donc on a 6700 km de fleuves, rivières que nous gérons, mais aussi du coup ce qu'on appelle des ouvrages d'art, donc des écluses, des barrages, des ponts canaux. Et enfin on gère aussi tout le territoire qui est autour qu'on appelle le domaine public fluvial. Donc le canal du Midi, tout ici dans le secteur. Voilà, dans le secteur du coup, c'est le canal du Midi et aussi le canal latéral à la Garonne, donc celui qui va de Toulouse à Bordeaux que nous gérons. Et alors, quel est votre rôle dans le cadre de cette journée handisport en fait? Alors j'avais pour idée en fait de proposer à mes collaborateurs une action de sensibilisation au handicap qui soit un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de mettre en place et du coup pour surfer sur la vague et l'élan, l'engouement qu'il y a eu notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, j'ai eu connaissance de cet événement et je me suis dit allez go, on y va, on fonce. Voilà. Donc d'après ce qu'on a vu, votre directrice, elle a été au charbon puisque dans le challenge entreprise de cet après-midi, elle s'est confrontée vraiment au terrain. Confrontée, c'est le mot exactement. Voilà, avec un sportif en face d'elle. C'est ça, on a la chance d'avoir dans notre équipe Ambroise Daudin qui donc a participé aux Paralympiques en goalball. Et, il a été fort là. Hein. Voilà, Elodie, ça va quand même front contre front, le sien a gagné. Hein. Voilà, donc comme quoi, voilà, c'est cette animation cet après-midi. Donc bravo d'avoir ici. Bon, j'espère que la directrice ne t'en voudra pas d'avoir poussé, mais c'est quand même très sympathique qui se passe avec un trophée à la clé à la fin. Donc les meilleures équipes vont gagner. C'est l'esprit handisport en fait. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ces voies navigables s'engagent en faveur des sportifs de handisport maintenant? Parce qu'on est là, handisport en fait. Comment vous engagez? Quelles sont un peu les actions? Alors, on a fait du handisport ou globalement au niveau du handicap en fait, de manière générale. Donc Alice en effet du coup est référente handicap, donc comme dans toutes les entreprises on a un référent handicap. On fait différentes actions. Donc je peux parler du coup on a fait en 2022 il y a eu la Transoccitanie qui a été organisée par la Fédération du sport adapté et du coup qui a été organisée le long du canal du Midi. Donc VNF a soutenu cette action. Alors juste c'est quoi la Transoccitanie concrètement? Alors la Transoccitanie c'est un relais multimodal qui partait de Moissac jusqu'à Narbonne. On a chacune d'ailleurs participé à ce relais. Elodie, elle a fait du vélo. Et moi aussi d'ailleurs. Toi, tu étais sur la fin. Moi, c'était sur un petit tronçon qui partait de Négra à vélo. Oui. D'accord. De Négra à Naurouz. Après aussi, du coup, au niveau des Jeux Paralympiques, donc VNF a été partenaire des Jeux Paralympiques. On a mis à disposition des équipements, un bateau, des infrastructures pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour les Jeux Paralympiques. Et après, on fait différentes actions aussi, du coup, qu'Alice va pouvoir détailler au niveau du bureau pour sensibiliser nos agents, du coup, au handicap et pour faire que, du coup, favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap. Peut-être que, Alice, du coup, tu peux parler des duodets. Oui, alors, il faut savoir que VNF s'est engagé dans cette politique de handicap depuis 2017 et la mission de correspondant handicap a vu le jour en 2019. Et depuis, j'essaye localement, mais aussi au national, on propose plusieurs actions de sensibilisation au handicap. On participe notamment depuis 2019 au Duodet, où là on reçoit une personne en situation de handicap dans nos murs et on lui montre notre quotidien. Donc c'est vraiment une chouette action parce que c'est une journée vraiment de partage. Moi c'est l'une de mes préférées d'ailleurs comme action. Justement, vous avez commencé à en parler, mais quelles initiatives spécifiques avez-vous mises en place pour soutenir les sportifs handisport? On va soutenir des actions, comme j'ai dit du coup, la Transoccitanie, donc c'était des jeunes en situation de handicap, plutôt pas forcément des handicaps moteurs parce qu'ils étaient en vélo, ça, plutôt des handicaps psychiques, voilà, oui. La plupart. Et pareil, du coup, on a soutenu
le rallye du canal du Midi. Donc là, c'est une randonnée en aviron. Et du coup, il y a eu aussi notamment des rameurs en situation de handicap. Donc on soutient des manifestations, voilà, des événements qui sont sur notre territoire. Donc on leur permet du coup déjà d'avoir lieu, parce que donc on est sur un domaine public, donc il faut une autorisation. Donc on donne cette autorisation. On la donne bien sûr, on la donne gracieusement, parce que normalement du coup le domaine public, dès que quelqu'un veut faire une activité dessus, se soumet à une redevance. Donc pour ce type d'événement, il n'y a pas de redevance, c'est gratuit, et en plus on subventionne les événements. On va pour l'aviron, il fallait sortir, et à chaque écluse, un aviron ne peut pas passer les écluses. Il fallait du coup avant chaque écluse le faire sortir, passer l'écluse et le faire redescendre. Donc il faut que les abords du coup des écluses soient propres, soient débroussaillés. Donc on a fait des actions de débroussaillage pour qu'ils puissent du coup le faire de manière le plus facile possible. Au niveau de l'inclusion de sportifs chez vous ou de handicap, comment ça se passe au niveau de l'entreprise? Vous avez ce type d'accord, de partenariat? De handisportif, je ne crois pas qu'on ait des handisportifs. On a une sportive de haut niveau mais qui fait du foot mais qui n'est pas du tout en handisport. Voilà, on est plutôt sur des actions de sensibilisation. Par exemple, là, du coup, cette année, vu que c'était les Jeux Olympiques, au niveau des vœux des vœux qu'on fait pour tous les agents, des vœux de l'événement pour fêter les vœux. On a une athlète paralympique qui est venue, Amélie. C'était Coralie. Ah, Coralie, oui. Voilà. Coralie qui est venue du coup nous parler du goalball et de sa carrière d'athlète paralympique. Coralie Gonzalez. Coralie Gonzalez, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et donc pas d'action particulière par rapport au sport, mais par rapport au handicap, il y a une autre perspective, une approche différente? Oui, voilà, on essaye de sensibiliser au plus nos collaborateurs. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap, mais aussi de pouvoir leur permettre de les maintenir dans leur emploi. Et pour ça, on va proposer des aménagements, notamment des aménagements de poste pour compenser le handicap. Voilà, il faut savoir que nous, à la direction territoriale Sud-Ouest, le taux d'emploi, le taux d'obligation d'emploi, il est de 9,41%. VNF, il est à 5,76 de mémoire. Donc voilà, en sachant que le taux c'est 6, normalement 6%. Donc on essaye vraiment d'apporter notre soutien, d'informer, de sensibiliser et puis de compenser par plusieurs types d'actions. Pour vous rejoindre, il y a une procédure particulière que les gens qui pourraient postuler pour aller chez vous en handicap, pas forcément handisport, mais il y a une... Alors VNF recrute en effet, et VNF recrute sur des métiers divers et variés, que ce soit des métiers de terrain, si vous aimez être sur le terrain, pour rencontrer les usagers, les aider à faire passer les bateaux, des métiers d'électricien, et après on a des métiers bien sûr dans les bureaux, pour les ressources humaines, pour la comptabilité, des métiers pour développer le tourisme, parce que donc Voies navigables de France, via le canal du Midi, dans notre direction on est très touristique, donc on a un grand lien avec les territoires, avec les offices du tourisme, donc tout ce lien touristique, donc il y en a vraiment, on peut recruter à tous les niveaux et sur différents métiers, des personnes en situation de handicap. Sur beaucoup de métiers, on peut tout à fait adapter les postes. Donc en fait, le but, c'est que le handicap ne soit pas un frein. On recrute en fonction des compétences des gens et de leur appétence. Et on a la possibilité aussi, parce que bien souvent, on va recruter par le biais de concours ou de jeux de mutation, mais on peut obtenir justement, quand on a des recrutements fléchés handicap, des autorisations locales de recrutement. Alors, là, il n'y a pas besoin de concours. Donc en fait, on peut dire que, pour revenir un peu au sport, vous avez participé quand même à cette superbe ouverture en poussant les péniches, non? Comment ça s'est passé pour cette fameuse ouverture des Jeux Olympiques? Parce que c'était sur l'eau. Tout à fait, la cérémonie d'ouverture était sur la Seine, était donc du coup sur la Seine qui est gérée par Voies navigables de France. Là, vous leur avez donné l'autorisation là? Oui, tout à fait. Et ça a été un gros travail en effet du coup, parce que du coup on a dû arrêter la navigation de commerce du coup sur cet axe-là. Mais du coup on a réouvert un autre bras de la Seine pour que la navigation de commerce puisse quand même continuer pendant la période des JO. Et du coup il y a besoin du coup d'avoir plus de personnel sur Paris, donc il y a des gens de l'ensemble des directions nationales qui sont montés sur Paris pour venir aider. De Toulouse, on a 2 agents qui sont montés pendant la période des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques pour venir soutenir les équipes de VNF à Paris. Donc ils ont participé au jeu, quoi. Ils ont tout à fait participé au jeu. Voilà. Donc bravo à VNF. Donc il y en a eu cette belle cérémonie d'ouverture sur la Seine. C'était quand même il faut savoir que vous étiez petite partie prenante dans cet événement qui était un pari risqué mais ô combien réussi. Tout à fait. Un grand merci pour vos interventions dans cette émission spéciale Handisport en fait. Nous vous souhaitons un franc succès dans la poursuite de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve tout de suite avec Ambroise Daudin, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de goalball. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter votre aventure paralympique et bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors Ambroise, la France a remporté sa première victoire en goalball aux Jeux paralympiques de Paris en battant l'Égypte 6-4. Que représente cette victoire pour vous ? C'est une belle surprise déjà
parce que vu l'écart de niveau, on n'était pas sûr de pouvoir gagner un match. On avait même peur de perdre avec des gros écarts. Heureusement, on a beaucoup travaillé, donc on a quand même mis les moyens. La fédération nous a permis de bien nous entraîner. Et c'est une belle surprise. Pas tant que ça finalement, parce qu'on avait quand même bien bossé. Donc, mais il y a quand même le doute quand on arrive dans une compétition comme ça là et qu'on est une jeune équipe comme la nôtre. Donc belle surprise et surtout grosse fierté. Alors le match justement contre l'équipe était très serré, un score très serré. Ouais. Quelles ont été les clés pour sortir victorieux de ce moment décisif finalement? Je pense que comme dans beaucoup de sports, il faut de la patience, il faut du mental, rien lâcher, une cohésion d'équipe qui nous a permis de rester justement soudés, de rester défensif jusqu'à la fin du match. Et je pense que c'est le premier qui lâche en défense qui a perdu quoi. Là, c'était le cas. Les Égyptiens se sont fait avoir sur une belle ligne et ça nous a permis de remporter la victoire. Ça s'est joué dans la tête pour toi? Oui, bien sûr. Ouais, c'est une grande, pas que, mais oui, une grande partie de mental. L'aspect mental est important dans ce sport-là? Oui, la concentration surtout, c'est primordial parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a le bruit du ballon, il faut savoir lire une trajectoire, il y a la communication avec les joueurs, la communication avec le banc, l'arbitrage, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc il faut vraiment rester concentré, essayer d'être dans un état un peu méditatif de pleine conscience, c'est ce qui ressemble un petit peu le plus à l'état mental d'un joueur de goalball. Et alors terminer le tournoi à la 7e place est un moment historique pour le goalball en France. Comment avez-vous vécu cette progression au fil du tournoi? On a d'abord été très contents de nous parce qu'on a accroché de grosses équipes. Il faut savoir que nous on est classé 26e mondial si je dis pas de bêtises et toutes les équipes étaient professionnelles déjà d'une part, ce qui n'est pas notre cas, et toutes dans le top 10. Donc faire si peu d'écart contre le Brésil par exemple qui sont premiers, c'était vraiment une grande fierté. On était très très contents et après tout le long il y a eu des moins bons, mais l'ensemble de notre performance, on en est très fiers et ça promet de belles choses pour le futur du goalball, en tout cas pour l'équipe de France. Alors, justement, le goalball est un sport uniquement paralympique qui demande principalement beaucoup de concentration et de coordination. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation nécessaire pour atteindre ce niveau de performance quand même? Alors, de la préparation physique, bien évidemment, ça c'est quasiment tous les jours. Évidemment de l'entraînement, nous c'est là où se faisait la différence avec les équipes professionnelles, c'est qu'on est tous en club, on s'entraîne tous en club et on est dépendant des structures, des mairies et de la place dans les gymnases. Après on a aussi des entraînements en équipe de France, mais c'est pareil, c'est soumis à un budget que nous alloue la fédération, donc il n'est pas illimité. Donc on avait quand même des entraînements assez réguliers. On a eu une dernière année avant les Jeux paralympiques qui était très intensive, mais rien à voir avec des équipes qui peuvent être professionnelles. Et puis on avait un coach mental aussi, et ça nous a beaucoup aidé, je pense, au niveau de la concentration, au niveau de l'individu. Quand on se prend un but en tant que joueur, on s'en veut. Toujours. Ça c'est non pas qu'un sport, c'est propre à tous les sportifs, je crois que. Exactement. Ouais. Et donc là, le piège, c'est de couler, de rester sur cet échec, de pas arriver à passer au-dessus et de s'en prendre d'autres derrière. D'ailleurs, c'est le jeu. Généralement, un joueur qui vient de se prendre un but, l'équipe adverse va insister sur lui parce qu'il sait que mentalement ça peut s'écrouler. Il sait que ça peut encore rentrer par là. Et donc, le but, c'est d'arriver à se relever, de se dire c'est pas grave, de compter aussi sur ses coéquipiers, d'où l'importance de la cohésion d'équipe. Et tout le travail va être là, la cohésion d'équipe, le travail individuel, mentalement, physiquement, et puis l'entraînement en club, l'entraînement technique. Alors justement, votre parcours avec le club sportif de l'association Valentin Huy à Toulouse a sûrement joué un rôle important dans votre carrière. En quoi ce club a-t-il contribué à votre développement en tant qu'athlète? Déjà, c'est mon club un peu berceau parce que c'est là où je suis né en tant que joueur de goalball. C'est là où j'ai découvert le goalball, où je suis tombé amoureux du goalball. Donc je suis très attaché à ce club. J'en suis parti pour le bien de ma progression, parce que je pense que pour un joueur de goalball, c'est important d'évoluer aussi dans d'autres clubs, d'aller jouer. Moi, je suis allé jouer à Lyon, par exemple, où mes collègues de l'équipe de France, ou en tout cas certains de mes collègues de l'équipe de France jouaient. Ça m'a permis de jouer avec eux, donc de pouvoir renforcer un peu la cohésion avec eux, renforcer la communication. Et puis il y avait un niveau un petit peu supérieur à l'époque à Lyon. Donc pour moi c'était très important. Et puis Lyon était la seule équipe à cette époque aussi à faire des compétitions internationales au niveau des clubs. Ce qui n'est plus le cas, parce que cette année avec Toulouse on a aussi fait une compétition à l'international. Mais donc ce club j'y tiens beaucoup. Je suis revenu maintenant à Toulouse
une année et j'ai bien l'intention de le faire, de participer à son développement et notamment à l'international. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les Jeux parce que cette première victoire aux Jeux, ça représente finalement un cap pour le goalball en France. Quels sont tes prochains défis dans cette discipline en pleine croissance ? Les prochains défis, ça va être Los Angeles. Là, il va falloir se qualifier cette fois. Ça va être vraiment un gros défi. 26e, premier, ils prennent pareil, il y aura une sélection d'un nombre, il y aura des quotas aussi. Comment ça se passe ? Oui, il faut arriver dans les 3 premiers de la poule A au niveau des championnats d'Europe. D'accord. Donc nous, il faut savoir qu'on a été en poule C il y a un an. On est arrivé 4e. On s'est fait repêcher parce que par le jeu de la géopolitique, la Russie a été et donc nous on a été repêchés en B. Donc évidemment en B personne nous attendait. On pensait tout le monde pensait qu'on allait redescendre en C, ce qui n'a pas été le cas. On a fait une très très bonne compétition. Malheureusement on est arrivé 4e. On aurait voulu faire le hold-up et arriver dans les 3 premiers puis repasser en A. Mais c'est pas fini. Dans 2 ans il y a les championnats B le championnat d'Europe B qui arrive. Et cette fois on a bien l'intention de passer en A et éventuellement d'aller chercher la place. Exactement. Et alors pour conclure cette interview, l'ambiance à Paris durant vos matchs a certainement joué un rôle. Comment avez-vous ressenti le soutien du public à Paris Expo Porte de Versailles ? C'était incroyable. Incroyable parce que je pense que dans ma carrière, je ne revivrai jamais ça. Une salle de 4200 personnes avec un public acquis à votre cause forcément puisqu'on est en France. Une ambiance de folie. Et alors la peur qu'on avait, c'était le silence. Parce que le silence est imposé au goalball comme il l'est au tennis d'ailleurs. Oui. Et on avait peur que 4200 personnes, ça peut être un peu dur à contenir. Surtout que dans les stades ailleurs, c'était la Marseillaise en permanence, ça criait dans tous les sens. Je crois qu'ils ont fait des consignes justement au public pour ne pas trop crier dans vos matchs, non ? C'est pas ça ? Oui, tout à fait. Il y avait des bénévoles qui expliquaient dans les gradins, il y avait de la moquette sur le sol pour éviter que les gens qui se déplacent fassent trop de bruit, il y avait des rideaux acoustiques, etc. Et malgré tout, l'acoustique de la salle était très bonne. Donc sur le terrain, on entendait quand même pas trop, ça résonnait pas beaucoup. Donc on entendait bien le public, bien sûr, mais c'était pas gênant au point que ça devienne trop fort pour jouer. Cependant, il y avait quand même du silence. Les arbitres arrivaient à imposer un silence et c'est ça qui était fort, c'était la tension. On sentait la tension dans le silence du public pendant le jeu. Il y avait quand même quelques soupirs collectifs, on les entendait. Et dès qu'on marquait un but, c'était l'explosion de joie. Et ça, c'était incroyable. Il y avait une complicité avec le public qui était... Moi, je voudrais remercier tous les gens qui se sont déplacés parce que c'était incroyable. Et je remercie aussi les bénévoles qui étaient vraiment d'une gentillesse infinie. Ce que je peux dire, c'est que pour l'avoir regardé à l'antenne, on le ressentait. C'est-à-dire que cette ambiance que vous avez... D'abord, on a découvert parce que le goalball n'était pas forcément connu, il faut l'avouer humblement, et on s'est passionné, on a regardé, et cette ambiance, cette transmission, ces Marseillais, ces encouragements que tout ce public vous donnait, ça passait à travers l'écran presque, c'est ça qui était passionnant, et je pense que le public a été conquis par rapport à ça. Tout à fait, moi j'ai eu beaucoup de retours positifs, de gens qui découvraient le goalball, des gens qui voulaient revenir, qui voulaient revoir des compétitions, qui se sont intéressés. Je pense que le goalball a surpris, et moi c'est ce qui m'a fait, vous voyez, quand j'ai découvert le goalball, j'ai été surpris par ce sport, parce que c'est un sport qui n'a aucune équivalence chez les valides et c'est incroyable comme sport. C'est un sport qui est typique, spécifique à la culture déficient visuel et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde. C'est un sport qui est vraiment étonnant. Donc je conseille à tous ceux qui le connaissent pas encore de venir le découvrir dans les clubs près de chez vous et puis sur YouTube, à la télé. Alors, justement, j'avais envie de te poser cette petite question parce que j'ai lu à travers différents articles que c'était une vraie passion pour toi, que tu avais presque tout quitté pour faire ce sport-là et que tu t'étais investi, même à l'âge que tu as aujourd'hui, pour aller plus loin dans la discipline. Ouais, c'est vrai que moi je ne travaille pas. Les dernières années avant les Paralympiques, je me suis consacré que à ça. C'était assez compliqué. Heureusement, j'ai une compagne qui est formidable et qui s'est beaucoup occupée de... On la salue, on la remercie. Voilà, merci Nadège. Qui s'est beaucoup occupée de ma fille, qu'il a fallu garder, faire beaucoup de babysitting, qui s'est occupée de mon administration, de beaucoup de choses. Et heureusement qu'elle était là pour me soutenir. Elle est elle-même joueuse de goalball. Et je pense que ça a beaucoup aidé dans sa compréhension de mon implication dans cet investissement.
tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir d'avoir un champion à cette antenne Et si on parlait de sport, de nous parler de ta passion, parce que c'est un bel exemple pour tous ces jeunes qui cherchent aujourd'hui. Peut-être certains, à travers ton témoignage, qui vont se dire pourquoi pas, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on ne connaît pas forcément bien. Et quand on découvre ce que vous êtes capable de faire, la manière de plonger, la manière de s'allonger, de relancer le ballon. Enfin, moi, je suis un passionné de sport, mais j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'a enthousiasmé. En tout cas, bravo pour cette équipe de France. Merci. Et le travail que tu as fait. Salut aussi les gens de l'équipe de France, parce que je crois que ça a fait rêver plein de gens. On vous espère plus loin et pourquoi pas vous soutenir pour Los Angeles. On va tout faire pour. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu le repos après la guerre, mais on y retourne bientôt et on va se qualifier. On peut vous voir jouer où? Il y a des possibilités de voir des matchs? Comment ça se passe? Tout à fait. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Goalball France, ou Goalball TV, pardon. Et il y a des compétitions nationales, donc chez les filles comme chez les garçons. Il y a le championnat de France et il y a également la Coupe de France. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la FFH. Je pense que les dates y sont inscrites. Et puis il y a des tournois internationaux qui arrivent en France pour la première année. Enfin, pas pour la première année, mais ça commence à se développer un peu plus sérieusement en France et puis dans toute l'Europe. Un grand merci Ambroise pour votre témoignage dans l'émission spéciale Handisport en fait. Félicitations pour votre participation aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Bonne continuation pour votre carrière sportive. On espère vous retrouver à Los Angeles en 2028. Merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu dans l'émission Et si on parlait de sport quand vous le souhaitez. Merci, c'est gentil. C'est la fin du match et de cette deuxième émission spéciale Handisport en fait. Dans Et si on parlait de sport, retour vestiaire et rendez-vous pour la troisième émission spéciale. Et si on parlait de sport? Fin du match. Merci à Christophe Debar, Camille Duvergne, Élodie Dufeu, Alice Victoire, Alexis Salle et Ambroise Daudin pour leur participation à cette émission spéciale Handisport en fait dans Et si on parlait de sport. C'est la deuxième émission spéciale Handisport en fait. Vous pouvez nous suivre, nous écouter et partager sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIP Emploi Handisport et Groupe Amadoc. Un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le travail réalisé afin de produire ces émissions. Merci également à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique chez Semper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, des plateformes podcast et du site internet. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et la réalisation de ces émissions. Merci à toi Laurent et rendez-vous pour une nouvelle émission spéciale Handisport en fait de Et si on parlait de Handisport.